Donc, Régis Jolicoeur, qui est en face de vous, ancien député de la Loire, expert en politique publique sportive, auteur de plusieurs rapports parlementaires sur le sport et la santé publique, et auteur de Bougeons, manifeste pour des modes de vie plus actifs que je vous conseille. Il ne m'a pas payé du tout pour dire ça, mais je l'ai lu, et moi qui ne suis pas, qui n'aime pas trop lire, je dois l'avouer, ça a été une mine d'informations incroyable, franchement, et c'est pas parce qu'il est là. J'ai appris énormément de choses, ça me fait encore plus avancer dans cette démarche des jeux originaux, et il se livre vraiment facilement. Donc c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Et la préface est de François Carré. Et la préface en plus est de François Carré, en effet. Voilà, ça donne le cadre un petit peu. Donc n'hésitez pas, enfin moi j'ai vraiment découvert un peu ces conférences aussi sur une plateforme que je ne noterai pas, qui commence par You et qui termine par Tube. Il y en a plein, et vraiment il apporte des choses, c'est à la portée de tout le monde. On peut s'asseoir, on peut écouter ça pendant 2 heures, peut-être en vous levant un coup, mais non, mais c'est vraiment quelque chose d'appréciable et de très intéressant. Je laisse la parole à Régis, du coup. Voilà. Donc plus sur le côté peut-être aspect des solutions. Il m'a facilité la tâche, François Carré, parce que là il a donné tous les chiffres, donc je vais pouvoir aller très très vite sur mes premières présentations, et puis effectivement aller à l'essentiel, c'est-à-dire comment on lutte contre la sédentarité et l'inactivité physique. D'abord merci à Madame la maire de Langres, cardinal, pour son accueil ici, dans sa commune, avec toute son équipe, et puis merci à Thomas Amateur pour les jeux originaux qu'il organise pendant toute la semaine ici aussi avec le comité départemental du sport rural dans la Haute-Marne. Et puis moi je suis très impressionné, j'ai un champion olympique d'aviron à côté de moi, Pierre Ouin, voilà, qui en plus est engagé lui dans les instances du mouvement sportif dans cette région de Grand Est. Donc félicitations à lui. J'étais à Rio en 2016, mais bon, j'ai pas eu la chance malheureusement d'assister à sa belle victoire. Alors, comment dire, c'est compliqué de passer après François Carré, hein, donc c'est pour ça que je lui ai demandé de préfacer mon ouvrage. Qu'est-ce que je peux compléter ? On va commencer par quelques compléments par rapport à ce qu'il a déjà dit. Pourquoi on parle de sédentarité et pourquoi François Carré parle de nouvelle addiction à la chaise ? Moi je rajoute toujours et aux écrans, parce que c'est quand même assez lié. Sédentarité, ça vient du latin sédere. Donc en termes d'étymologie, effectivement, c'est quand vous êtes en situation d'éveil, on ne parle pas de la nuit, hein, bien évidemment, mais assis, en position assis, ou en position inclinée ou allongée, avec une dépense énergétique extrêmement faible, c'est-à-dire proche de celle que vous développez quand vous êtes au repos. Quelles sont les situations de sédentarité ? Bien sûr, être assis devant un écran, être assis pour lire un livre par exemple, être derrière son volant dans la voiture, mais ça peut être aussi la sédentarité quand vous êtes assis dans un bus, dans un tram ou dans un métro, voilà. Sauf que les transports en commun, il faut quand même marcher entre les arrêts, sauf quand vous prenez les escalators à Paris, comme il l'a montré tout à l'heure. Donc vous avez aujourd'hui des tas de situations de sédentarité dans votre journée. L'Observatoire national de la sédentarité et de l'activité physique, l'ONAPS, dit qu'on est sédentaire à partir de 7 heures par jour. Assis ou allongé. Non, en situation d'éveil. Direct, il faut suivre. En situation d'éveil. 7 heures, ça veut dire qu'aujourd'hui, 40% de nos concitoyens sont concernés. Pour reprendre les chiffres de François Carré tout à l'heure, pour un enfant qui est à l'école primaire, si on prend le temps d'école, puisque à l'école, vous êtes la plupart du temps assis derrière un bureau, c'est 55% d'une journée d'un enfant à l'école primaire, la sédentarité. À 14-15 ans, c'est encore pire, c'est 75% de la journée où vous allez être assis. Assis derrière votre bureau ou assis derrière les écrans, puisque là, on est souvent à une consommation d'écran quotidienne, enfin les parents donnent parfois pas l'exemple, de 5, 6 ou 7 heures aussi par jour. Il y a une enquête qui vient d'être faite il y a 6 mois sur les étudiants. Et c'est un moment extrêmement compliqué du point de vue de la sédentarité, puisqu'on est à peu près à 8 heures de sédentarité pour les étudiants aujourd'hui, dont 5 heures d'écran.
Et là, c'est très problématique. Les employés de bureau, on l'a un petit peu évoqué avec François Carré, passent 75% de leur temps de travail derrière, là aussi, les écrans, leur bureau. Le télétravail a accentué ce phénomène de sédentarité. Alors, pour une raison très simple, c'est que vous passez moins de temps dans les transports en commun quand vous êtes en télétravail chez vous, d'accord ? Donc moins de temps à marcher, par exemple, entre deux arrêts ou pour vous rendre à un arrêt de bus, de tram ou de métro. Et deuxième chose, quand vous êtes en télétravail, vous faites vos réunions en visioconférence et donc vous ne faites pas des réunions collectives où vous êtes amené, notamment dans votre entreprise ou sur votre lieu de travail, à rejoindre dans une salle de réunion vos collègues pour des réunions ou pour prendre un café ou pour des échanges informels. Suivante. François Carré a été très complet là-dessus, donc je n'y reviens pas. La sédentarité, ça augmente les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, surpoids, obésité, cancer de poumon, etc., etc. La santé mentale est aussi en jeu. Ça, c'est très important. On parle beaucoup de santé physique, mais bon, il l'a pas évoqué tout à l'heure, je pensais qu'il allait dire le mot, mais le Covid, quand il a parlé des personnes en surpoids et en obésité, 85% qui étaient en réanimation au moment du Covid, étaient en surpoids et en obésité, et donc avec une probabilité de se retrouver en réanimation ou en hospitalisation bien plus forte. Mais la santé mentale est aussi en jeu. Ça veut dire aussi les troubles d'anxiété, de dépression, mais aussi des troubles du sommeil et de la qualité de la digestion. Donc ça a quand même des effets sur la santé, la sédentarité extrêmement importante. Allez, on passe vite. L'inactivité physique, donc vous avez vu, François Carré a bien distingué les deux notions. Ça concerne aussi 40% de la population. Tiens, coïncidence. Il a cité tout à l'heure les chiffres extrêmement alarmants, j'y reviens pas, sur les enfants et sur les adolescents, mais la situation est en train d'empirer. Quand on cite des études, comme il l'a cité tout à l'heure, entre 1971 et 2011, on est en 2023. Et on a eu en plus le Covid, avec les périodes de confinement, qui ont fait beaucoup de dégâts sur la santé physique et mentale des enfants et des adolescents. À tel point qu'aujourd'hui, à l'œil nu, quand vous allez dans un collège, quand vous voyez une classe de 6e, vous pouvez voir sur le plan morphologique, sur le plan métabolique, que les corps ont évolué. Et pas dans le bon sens. D'accord ? En termes de surpoids et d'obésité, ça sera la slide d'après, je crois. Pardon. On peut aller à la suivante. Non, celle d'après encore. Oui, c'est pas grave. Voilà. En termes de surpoids et d'obésité, les chiffres les plus alarmants concernent l'obésité pédiatrique, c'est-à-dire entre 2 et 7 ans. Avec un taux de prévalence de 34%, mais un taux d'obésité de 18%, c'est-à-dire supérieur à la moyenne nationale, 17%. Je ne parle pas des départements d'outre-mer comme Mayotte, Tahiti, là on est à 50%, 60% de taux de surpoids et d'obésité. Mais dans les Hauts-de-France, on est à 22% en moyenne, etc. etc. 18% d'obésité entre 2 et 7 ans, donc là on voit bien quand même qu'il y a un clignotant, très rouge d'ailleurs, les pouvoirs publics ont commencé à réagir, puisqu'il y a un certain nombre de programmes de prise en charge de l'obésité à base d'activités physiques adaptées qui ont été généralisés partout en France. Mais voilà, les chiffres ne font qu'empirer, et on estime que la perte de capacité physique chez les collégiens, c'est environ 5% tous les 10 ans, toutes les décennies. Donc vous comptez, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. On est sans doute aujourd'hui au-delà des 25 ou des 30% de perte de capacité physique et donc du capital santé pour ces jeunes générations, donc avec la perspective de vivre moins bien et en moins bonne santé que les générations actuelles. La suivante. Alors, voilà. Là, on vient un petit peu aux solutions. Comment réduire la sédentarité ? D'abord, augmenter votre activité physique et réduire votre durée quotidienne en position assise prolongée. Alors, ça là-dessus, il y a une étude qui existe, toute bête, et qui démontre, ce qu'a un peu indiqué tout à l'heure François, qui a un peu arrondi les choses, mais si on remplace aujourd'hui, tout simplement, dans sa journée, 30 minutes de sédentarité par 30 minutes d'activité physique,
d'intensité modérée, hein, donc une marche par exemple à bonne allure, on va diminuer immédiatement d'environ 20%, 17%, la mortalité prématurée, hein, les 50 000 décès dus à la sédentarité excessive dont il parlait tout à l'heure chaque année, qui coûte entre 1 et 2 milliards d'euros d'ailleurs à l'assurance maladie. Mais on va diminuer surtout de 30% le risque de maladies cardiovasculaires. Donc les résultats sont spectaculaires pour quand même 30 minutes seulement, j'ai envie de dire, quotidiennes de substitution de la sédentarité. La course à pied, je sais qu'il y a des amateurs ici, la marche rapide, le vélo, n'est-ce pas Jean-Luc Grillon qui est venu avec son vélo depuis où? Depuis la Marne. Ne sont pas les seules façons de réduire la sédentarité. Toutes les activités hors de nos chaises sont bonnes aujourd'hui pour la santé et en termes de prévention de maladies chroniques. Ça veut dire monter les escaliers, ça c'est un très très bon exercice physique qui fait jouer effectivement à la fois le cardio-respiratoire, mais aussi le renforcement musculaire, mais aussi la souplesse et l'équilibre. Alors là, je vais m'adresser aux hommes. Repasser, cuisiner, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, donc là, vous êtes des spécialistes, hein. Et puis je m'adresse maintenant aux femmes, ranger, bricoler, etc. Marcher d'une pièce à l'autre, promener son chien, bon là ça peut être des hommes et des femmes, c'est pas un souci. Jardiner, c'est une très très bonne activité physique d'intensité modérée, ça peut même être un peu intensif, dès lors que vous bêchez, vous sarclez, vous faites de l'élagage, ça peut être extrêmement intensif même. Mais c'est très varié, dès que vous vous baissez pour cueillir, dès que vous avez des activités comme ça, en plus en plein air, c'est extrêmement bon pour la santé mentale. Donc ça, c'est une activité vraiment complète du point de vue des bienfaits de l'activité physique. Activité physique du quotidien, régulière. François Carré l'indiquait, on est comme dans un médicament, sauf que là, il n'y a pas de médicament, c'est ça l'intérêt, mais il y a des effets avec une durée. Et l'activité physique a des bienfaits pendant 24 heures à 36 heures. Donc il faut pouvoir répéter cette activité physique régulièrement dans la semaine. Il évoquait tout à l'heure le fait de se brosser les dents. J'aime bien cette comparaison avec le coureur du dimanche. Il dit ouais, mais oui, j'ai fait 10 km le dimanche. Mais est-ce qu'on demande aux enfants de ne se brosser les dents qu'une fois par semaine et puis ensuite on ne se brosse plus les dents? Non, c'est tous les jours. Alors si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours. Mais voilà, et ça c'est une activité régulière et du quotidien. Suffit aujourd'hui, pas la peine d'être inscrit dans un club de sport, même si moi je suis un fervent soutien effectivement de la pratique encadrée dans les clubs sportifs, et Pierre Ouin y reviendra tout à l'heure. Mais on peut tout à fait avoir une activité physique 2-3 fois très régulièrement dans la semaine, avec des séances de renforcement musculaire et des séances d'assouplissement. La souplesse c'est très important et l'équilibre c'est très important. Pourquoi ? Parce que plus vous allez progresser en âge, et plus vous allez perdre de la masse musculaire. 5% tous les 10 ans. Et vous savez, plus vous avancez en âge, et plus vous allez avoir des troubles liés au vieillissement, alors ça peut être aussi lié au handicap, et dès que vous chutez, on sait derrière que c'est un engrenage extrêmement difficile du point de vue des maladies qui s'enchaînent, des hospitalisations, des fractures, etc. Et ça peut ensuite emmener vers une fin de vie anticipée. Comment réduire la sédentarité et promouvoir des modes de vie plus actifs tout au long de la vie? Alors, quelques exemples. À l'école, pour moi, c'est le plus important. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas se réduire à un slogan que sont les 30 minutes d'activité physique à l'école. Pour moi, il faut toujours rappeler que pour les enfants et les adolescents, bien évidemment, avant 6 ans, c'est 3 heures par jour. Après 6 ans, c'est 1 heure quotidienne. Il faut au moins 1 heure d'activité physique au quotidien en complément de l'EPS. Mais dans une journée, c'est pour ça que je dis pas forcément à l'école, mais c'est aussi tout ce qu'on peut faire en allant à l'école. D'accord ? Aujourd'hui, dans les années 70, certains d'entre vous l'ont vécu, on était 90% à aller à l'école ou au collège à pied ou en vélo. Et beaucoup plus à vélo qu'aujourd'hui. À l'heure actuelle, c'est moitié moins qui vont à pied ou à vélo. À vélo, c'est
très marginal, hein, c'est 2-3%. Voilà. À part quelques collèges comme ça qui, comme en Gironde, il y a un collège où il y a 85% des collégiens qui vont à vélo dans leur établissement scolaire, mais c'est assez exceptionnel. Voilà. Donc le trajet domicile-école, domicile-collège ou domicile-lycée, il est extrêmement important. C'est pourquoi, moi, ce que je suggère vraiment, c'est qu'on ait une politique d'accompagnement de l'État, de toutes les collectivités, pour aménager les abords des écoles. Alors, ça peut être les derniers 100 mètres, les derniers 200 mètres, les dernières centaines de mètres, on va dire. Le mieux, ça serait 500 mètres. Effectivement, si on peut éviter ce que décrivait tout à l'heure François Carré, c'est-à-dire le phénomène du drive, où les parents amènent en voiture leurs enfants à la porte de l'école, qui fait que si un enfant s'est couché à 21h, et à une heure raisonnable, j'y crois plus trop maintenant, mais la veille, il aura fait 50 pas à la récréation de 10 heures, emmené par ses parents en voiture, donc là on est dans l'ultra-sédentarité. Si on veut casser ce temps de sédentarité-là, eh bien il faut qu'on dissuade les voitures d'aller devant la porte de l'école, de se garer 500 mètres avant, et ensuite les parents accompagnent leurs enfants. Il faut faire cet effort-là jusqu'à l'école, à pied. Le mieux c'est à vélo, et on n'est pas encore avec des pistes cyclables sécurisées. Mais les deux efforts que doit faire au niveau financier l'État pour accompagner les collectivités territoriales, c'est bien là. Les pistes cyclables sécurisées, on a un gros effort de rattrapage à faire par rapport à d'autres pays qui ont été cités tout à l'heure, comme les Pays-Bas ou les pays scandinaves. Et deux, l'aménagement des abords des écoles. Ensuite, les cours de récréation, on peut les rendre plus actifs pour favoriser les jeux mixtes et pendant les récréations, bien évidemment. Et moi, ce que je rajoute, c'est qu'à l'intérieur même de la classe, il faut bouger. Aujourd'hui, on ne bouge pas. Il y a ce qu'on appelle les classes flexibles. Ça existe là aussi dans d'autres pays, les pays scandinaves en particulier, mais ça, c'est extrêmement positif de pouvoir se lever et un peu marcher, y compris pendant les cours. Et ce qui est très important, c'est ce que disait François Carré tout à l'heure, c'est avant même de rentrer en classe, s'oxygéner avec un temps de marche. Il y a une expérience qui s'appelle le Daily Mile, qui vient d'Écosse, par exemple, qui consiste à marcher 15 minutes. En Australie, c'est fait aussi. Ce qui permet d'améliorer le temps de concentration, les capacités de mémorisation, les capacités cognitives, et tout simplement de favoriser l'apprentissage, parce que vous arrivez beaucoup plus calme au moment où les enseignants vont pouvoir transmettre leurs connaissances. Ça, c'est à l'école. Dans le second degré, là, c'est... Alors, ville à hauteur d'enfant, hein, vous voyez ce que c'est, hein, c'est vraiment se préoccuper de comment un enfant va évoluer dans sa commune, dans sa ville, voilà. Montpellier le fait, Paris ferme pendant les entrées et sorties de certaines écoles les rues pour pouvoir avoir cette sécurisation des abords des écoles. Saint-Dizier, pas très loin d'ici, fait aussi un certain nombre de choses pour la ville à hauteur d'enfant. Mais voilà, mais ça j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à ce concept-là. Dans le second degré, là, il faut renforcer et revaloriser le PS. On fait 4 heures en 6e, puis ensuite on bascule à 3 heures jusqu'en 3e, et puis ensuite c'est seulement 2 heures au lycée, au moment où on a le plus besoin. Parce que le décrochage de l'activité physique, il commence dès l'entrée en primaire. On dit souvent c'est au collège, au lycée, non, ça commence dès l'entrée en primaire. Le pire étant, l'activité physique des jeunes adolescentes entre 15 et 17 ans, puisqu'elles sont que 16% à atteindre les recommandations de l'OMS de 1 heure d'activité physique par jour. 16%, contre 40% des garçons. Une inégalité majeure. Hein. D'ailleurs, les femmes sont beaucoup plus victimes de la sédentarité et de l'inactivité physique, y compris cumulée, pour des tas de raisons d'ailleurs sociologiques, liées à leur double ou triple journée de travail, hein, voilà. Et puis des transitions de vie beaucoup plus difficiles quand vous avez grossesse, accouchement, avec des enfants, la vie de famille, etc. Tout ça est scientifiquement vraiment très bien renseigné par le NAPS qui a fait des études vraiment superbes là-dessus. Mais c'est une grosse inégalité, très très grosse inégalité. Non, on va rester sur la slide d'avant. Je termine. Dans le second degré, renforcer le PS. Alors, François Carré a mené une étude qui s'appelle Inverser les courbes. Inverser les courbes de sédentarité, donc de surpoids et d'obésité. 9000 collégiens
qu'on a testé du point de vue de leur capacité physique. Donc avec des tests simples, hein, le test navette de Luc Léger de 20 mètres, avec les bips, là, pour l'endurance cardio-respiratoire, un test de force, de préhension de la force, et puis un test de souplesse. Ce test a confirmé ce que je vous disais tout à l'heure, la perte de capacité physique spectaculaire depuis maintenant plusieurs décennies de nos collégiens, à l'entrée en 6e. Mais on ne s'est pas contenté de faire des tests. L'étude inversée des courbes, la bonne nouvelle, c'est qu'avec un programme d'accompagnement spécifique, suite au test des collégiens, en cours d'EPS, avec les enseignants EPS, ils étaient volontaires, de 2 fois 15 minutes, donc du fractionné, du cardio-respiratoire, pendant 6 semaines, vous avez un taux de recouvrement de votre capacité physique spectaculaire, 2 fois et demi plus élevé que le groupe qui n'a pas été accompagné par les enseignants EPS dans ce cours de 2 fois 15 minutes par semaine. 2 fois 15 minutes. Donc François Carré et son équipe ont prouvé que là, en agissant dès le collège, même si on peut avant, ça serait même très bien, dès le cycle 3, on peut quand même avoir des résultats et faire en sorte que la courbe qu'il a décrite tout à l'heure pour les collégiens de 2011 ne soit pas celle qui montre une perte d'espérance de vie en bonne santé. Ça, c'est très important. D'ailleurs, le président de la République a annoncé à Orthez le 5 septembre dernier, alors non seulement que c'était plus 30 minutes d'activité physique à l'école, bon, même s'il n'y a que 30% aujourd'hui des écoles qui sont vraiment rentrées dans le truc, hein. Et encore, je suis optimiste, 30%. Donc il est passé à au moins 1 heure, donc là c'est bien, c'est plutôt ce qu'on recommande. Et puis il a dit, voilà, il y a des choses qui ont réussi sur les tests de capacité physique, donc on généralise à la rentrée prochaine, on verra si c'est fait, en tout cas nous on surveille de très près, le test de capacité physique en 6e. Nous, on souhaite que ça se fasse à tous les niveaux, donc on le généralise. Moi, je dis même, hein, c'est de l'école à l'EHPAD, hein, les tests de capacité physique. Et ce qui est très important, c'est d'avoir de bonnes habitudes en termes d'activité physique tout au long de la vie. Gros problème, c'est l'université, puisque avant, vous saviez, il y avait le jeudi après-midi une demi-journée banalisée. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde faisait du sport ou l'activité physique et sportive à l'époque, quand le jeudi après-midi était banalisé dans l'enseignement supérieur. Mais aujourd'hui, dans les emplois du temps des étudiants, renseignez-vous vraiment. Enfin, je sais que vous connaissez forcément des étudiants dans votre entourage. On comprime tellement les emplois du temps, les semestres sont tellement comprimés, et qu'ensuite on est dans les révisions de concours, qu'aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité de caser même 1 heure ou 2 parfois dans les emplois du temps d'étudiants pour faire de l'activité physique et sportive. Ce qui est un vrai problème de santé publique. Un vrai problème de santé publique dans notre pays. Mais si vous continuez, effectivement, sur vos lieux de travail, là, le mieux, c'est d'avoir 30 minutes aussi d'activité physique pendant la journée de travail, qui permet de casser la routine de sédentarité. Et là, c'est vraiment des réflexes tout bêtes, hein. C'est se lever très régulièrement. Moi, j'avais pensé, j'ai été législateur pendant 15 ans, que tout bêtement, ce serait bien que les entreprises ou tout le milieu professionnel, il y ait une douche et un vestiaire obligatoire, pour ceux qui viennent en vélo, par exemple, pour ceux qui vont courir entre midi et 2, enfin bon. On m'a dit que c'était trop compliqué à faire, voilà. Bon, on y reviendra, mais une douche et une vestiaire dans chaque entreprise, sur chaque lieu de travail, et puis des petites astuces qui font que, voilà, quand vous imprimez, alors d'abord, il ne faut pas imprimer, quand vous imprimez, vous ne mettez pas l'imprimante à 30 cm de votre bureau, vous le mettez dans une autre pièce pour quand même marcher, vous faites des plans de travail debout, vous faites des bureaux, là aussi réglables en hauteur, pour alterner position assise, position debout, vous faites des réunions debout, en marchant, ça peut très bien fonctionner. Donc voilà, c'est toutes ces pauses actives-là qui viennent casser la sédentarité dans la journée. Et puis je termine par deux petits points sur comment on peut promouvoir aussi des modes de vie plus actifs. Moi je crois beaucoup à ce qu'on appelle le design actif, c'est-à-dire l'aménagement des espaces publics, des bâtiments publics aussi, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, j'insiste beaucoup, parce qu'on associe beaucoup le design actif au milieu urbain, mais je ne vois pas pourquoi. Au contraire, l'autre très très grande inégalité devant l'activité physique et sportive, c'est les communes rurales, de moins de 500 habitants en particulier, qui n'ont quasiment pas d'équipement sportif à mettre à disposition de leurs habitants, ce qui fait qu'il faut des temps de trajet
de déplacement souvent supérieur à 30 minutes pour aller à la piscine, pour aller dans un gymnase, pour aller, etc., etc. Et que donc ça dissuade aujourd'hui beaucoup d'habitants de pouvoir faire de l'activité physique et sportive. Donc le design actif, c'est simplement aménager l'espace public, faire des sentiers, faire des parcs, des aires de jeu, faire des parcours de santé, faire des montées d'escalier un petit peu ludiques avec des messages sympas pour encourager la montée d'escalier plutôt que l'ascenseur ou l'escalator, etc., etc. Tout ça, vous pouvez le décliner et ça ne coûte pas très cher. Et là aussi, je pense que l'État, ça serait bien qu'il y ait un fonds d'accompagnement des collectivités territoriales. Si vous faites ça pour les abords des écoles, les cours de récréation active, vous faites ça pour le design actif, ben là, vous allez laisser un héritage, comme on dit, des Jeux Olympiques et Paralympiques, consistant et un peu robuste. Et ça, c'est intéressant parce que ça sera partout en France. Bon, je rêve en disant qu'il faut un fonds d'accompagnement financier, mais bon. On avait commencé un petit peu à le faire pour le design actif. D'ailleurs, Saint-Dizier a bénéficié de ce fonds de concours pour faire toutes les réalisations qu'ils ont faites. Moi, je pense que ça coûtait un petit peu plus cher que ce qu'ils ont reçu. Et puis, dernier point, la prescription d'activité physique adaptée. Voilà, vous avez un grand spécialiste de la région avec Prescrimove, Jean-Luc Grillon. Bon, là, c'est le grand défi qu'on a devant nous pour toucher à la fois les malades chroniques, les personnes en infection de longue durée, les personnes en situation de perte d'autonomie, soit due au vieillissement, soit due au handicap. On a mis dans la loi, en 2016, la possibilité de prescrire une activité physique adaptée, médecin traitant. On a élargi cette possibilité en 2022 au niveau du Parlement. On a élargi les médecins qui pouvaient prescrire, donc maintenant tout le monde peut prescrire, et maintenant il faut passer vraiment aux travaux pratiques, et puis toucher vraiment tous ces publics-là. Alors ce qui est bien, c'est que là, dans la loi, on a aussi mis qu'il y aurait des référents activité physique adaptée dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux. Ceux qui s'occupent du handicap, parce que là aussi, il y a une très très grande inégalité, c'est que les 12 millions de personnes en situation de handicap, à 50% d'entre elles ne font jamais d'activité physique et sportive. C'est la troisième grande inégalité. Donc j'en ai cité trois, les femmes, les ruraux et les personnes en situation de handicap. Eh bien, là, la possibilité dans un établissement, d'offrir ces activités physiques adaptées, avec des professionnels de santé, avec des enseignants activités physiques adaptées, avec des clubs sportifs qui vont venir avec leur éducateur sportif, leur bénévole diplômé, qualifié, s'occuper de ces publics-là, c'est une possibilité aujourd'hui qui existe sur le papier, dans la loi, mais qu'il faut étendre et généraliser. Donc voilà, je ne vais pas plus loin, mais c'est un des grands sujets de développement dans les prochaines années. Objectif, 1000 pas de plus par jour pour chacun. Alors, pourquoi je dis ça? Tout à l'heure, François Carré citait les 10 000 pas par jour. Bon, pour beaucoup de gens, c'est un objectif qui est souvent, qu'on se dit, inatteignable. Ouais, c'est pas évident, hein, ça correspond à peu près à 7 km par jour. Il faut d'abord avoir le temps de les faire. C'est pas... Moi, je préfère avoir un objectif raisonnable. Les Français, ils font en moyenne 3 à 4 000 pas par jour. Voilà. L'histoire des 10 000 pas, c'était un truc commercial, marketing, qui a été inventé par les Japonais pour vendre des podomètres. Voilà. Donc, oubliez ça, et dites-vous que, à partir de la moyenne de ce que font les Français et les Françaises, 3 à 4 000 pas par jour, 1000 pas de plus par jour, déjà, c'est considérable. En tout cas, ça a des effets sur la santé qui sont importants, qui sont significatifs. Je dirais même 7000 pas par jour, c'est vraiment, en termes de bénéfices pour votre santé, par rapport à la prévention des maladies chroniques, par rapport à la prévention de la mortalité prématurée, c'est même le top. Voilà. 10 000 pas, bien sûr, si quelqu'un fait 10 000 pas, je ne vais pas le dissuader. Mais ces gains marginaux supplémentaires pour sa santé, par rapport à 7000 pas, ça ne sera pas considérable. Voilà. Mais c'est très bien aussi, il n'y a pas de problème. Donc 1000 pas plus par jour. Merci. Merci Régis. La question, avez-vous des questions? Isabelle. Merci Thomas. Isabelle Frossat, je suis directrice enfants-jeunesse pour la communauté de communes du Grand Langres. Ce qui m'interpelle beaucoup dans tout ça, c'est vraiment la sensibilisation et la formation des enseignants.
Là, c'est vraiment un retour d'expérience parce qu'on vient de livrer un groupe scolaire avec des classes flexibles sur l'intégralité du groupe. Je ne dis pas qu'il a fallu se battre, mais presque. Et je m'interroge vraiment sur à quand les collectivités vont être une plus-value autre que financière pour l'éducation nationale. On a dans nos bureaux par ailleurs 2 travées en aménagement totalement flexible. Et voilà, c'est vraiment une interrogation que j'ai et ce partenariat avec l'éducation nationale qui m'interroge depuis fort longtemps et qui est encore une expérience de livrable et qui est notre future bataille sur un nouveau groupe dans 3 ans. Et le bâti et les classes sont totalement flexibles. Alors d'abord, bravo, parce que c'est pas beaucoup d'intercommunalités qui expérimentent, ou alors je sais pas si ça envoie maintenant un petit peu de généralisation, c'est compliqué, mais en tout cas, qui expérimentent les classes flexibles. Bon, déjà, c'est bien. Après, j'ai envie de dire quand même, c'est vous qui avez la compétence, donc à un moment donné, c'est vous qui serez responsable de toute façon du bâti scolaire à l'avenir. Hein. Donc vous avez le choix, vous, de dire politiquement... Voilà, on a choisi d'avoir un bâti scolaire qui favorise des modes de vie plus actifs de nos élèves dans notre territoire. Bon. On a un problème dans le premier degré, c'est pas tant les horaires d'enseignement obligatoires de l'EPS, parce qu'ils sont plutôt assez élevés, 3 heures. On est plutôt dans les 3 ou 4 pays qui en ont le plus au niveau européen, hein, des horaires d'EPS obligatoires. Mais ça, c'est sur le papier, comme je dis toujours. Le problème, c'est que nous, on a fait un rapport parlementaire au Premier ministre là, avec un collègue qui était de Dordogne. Et à l'époque, on avait mesuré, c'était 1h50 effectif sur 3 heures. Donc en fait, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Pourquoi? D'abord parce que les professeurs des écoles nous disaient il y a d'abord tout le temps de trajet vers les équipements quand ils ne sont pas à proximité vraiment des écoles. Donc ça nous fait perdre du temps. Il y a le temps de latence, et puis souvent on aime bien grappiller des minutes sur l'EPS plutôt que sur d'autres matières dites fondamentales. Bon, ce qui est un petit peu énervant, comme disait François Carré, on a bien des évaluations en maths, en français, pourquoi on n'en aurait pas aussi sur la question de la capacité physique, mais c'est toujours la matière un petit peu sur laquelle on rogne. Et puis on a rogné aussi sur la formation des futurs professeurs des écoles, en MEF, enfin, les anciens UFM, etc., et les anciennes écoles normales, pour remonter encore plus loin, puisqu'il y a un tiers de la formation EPS qui a disparu de la maquette de préparation des professeurs des écoles. Là, en 2019, hein, donc c'est récent, hein, on parlait de Blanquer tout à l'heure. Donc à un moment donné, dans les écoles, il y a ce problème-là, ce problème des horaires obligatoires d'EPS qui ne sont déjà pas réalisés. Ensuite, on a le sport scolaire qui est moins fort que dans le second degré. Puisque l'USEP, et contrairement à l'UNSS, vous avez quand même là, sur le temps de travail des enseignants EPS, ils sont 35 000 à 40 000, donc c'est une puissance de frappe importante dans le pays. Ils ont 3 heures sur leur emploi du temps pour faire de l'UNSS. Ce n'est pas le cas pour l'USEP. Donc là, il n'y a qu'un tiers, en gros, des écoles où il y a la présence de l'USEP, et donc c'est après... on se débrouille un petit peu avec les personnes ressources, enfin ceux qui sont motivés et sont mobilisés pour le faire dans le premier degré. Donc, et puis les intervenants extérieurs, c'est toujours un petit peu la galère, la croix et la bannière pour rentrer dans l'éducation nationale. C'est toujours un petit peu, on a l'impression que quand les collectivités veulent rentrer, voilà, qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et je comprends qu'au bout d'un certain nombre d'années, alors que les choses réussissent, que les choses ont été expérimentées et prouvent que ça réussit sur le terrain, qu'il n'y ait pas de nouveaux réflexes qui soient pris par l'éducation nationale. Bon, j'ai peut-être été un peu trop long là maintenant, il faut que Pierre il enchaîne, non? Est-ce qu'il y a une autre question ou pas du tout? Parce qu'au cas où j'en ai une en vitesse. Thomas. Oui, je suis dynamique hein, quand même. La belle montée d'escalier. Bonsoir à tous et toutes. Alors, Benjamin Lambert, moi, je suis conseiller délégué au sport pour la ville de Langres. J'ai quelques questions et puis en même temps peut-être une information concernant une installation qui va voir le jour dans les semaines ou mois à venir. Donc les questions que j'ai portent sur ce que vous avez dit, notamment il y a un chiffre qui m'a surpris, sur lequel j'aimerais avoir des éclaircies, c'est les 16% d'adolescentes qui pratiquent du sport en club. Donc je ne sais pas si en club, si...
qui atteignent les recommandations de l'OMS d'au moins 1 heure d'activité physique quotidienne. D'accord. Donc la question, c'est est-ce que vous avez des éléments d'explication sur le pourquoi ce chiffre est si faible? Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les 20 minutes d'activité physique, 20 ou 25 minutes, en tout cas, peu importe le chiffre, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui en France qui ont mis en place et qui ont intégré dans le temps de travail de leurs employés ces 20 ou 30 minutes obligatoires, mais qui font partie du temps de travail? Est-ce que ça c'est arrivé? Et si oui, quelles évaluations en sont faites aujourd'hui? Et donc l'information, ça concerne, donc c'est pas forcément du design actif, mais c'est grâce à un financement de l'EPID, et donc du coup avec le concours des services sport de la ville de Langres et services techniques également, à partir du printemps, donc derrière la zone éponine à Langres, un parcours urbain sportif sera installé, donc avec entre 10 et 15 agrès qui seront en accès libre. Donc voilà, ça c'est une information concernant les projets sportifs ville de Langres. Ça c'est vraiment parfait, hein, si vous arrivez à faire un parcours santé qui, comme je le dis toujours, ce qui est bien c'est de mettre des QR codes aussi, éventuellement le long du parcours, avec des éléments culturels et patrimoniaux, parce que là en plus vous avez des choses à dire dans cette commune de Langres, ça c'est vraiment parfait. Parce que c'est vraiment des parcours qui sont accessibles à tous, quoi, voilà. À son rythme, bien évidemment, mais à tout public. On peut le faire en famille, on peut le faire quasiment à tous les âges de la vie. Donc pour moi, c'est vraiment un aménagement extrêmement utile, voilà, pour la santé publique d'un territoire. Alors, des entreprises qui ont intégré les 30 minutes d'activité physique en milieu professionnel dans le temps de travail, je pense pas. Je crois pas que ça ait... Ouais. Plasticonium. Alors, oui, alors je sais pourquoi. Parce que c'est sur la partie échauffement avant la prise de poste de travail ou pas? Non, je crois que c'est à partir de 9h. Donc c'est des gens qui sont d'équipe. Oui. Bien précise, mais... Qui ont travaillé la nuit ou non? Qui arrivent tôt le matin. Alors, par contre, ce qui existe... Alors, ouais, Michelin. Ouais. Je suis éducatrice socio-professionnelle à la régie rurale, donc il y a un atelier chantier d'insertion, effectivement, et nos salariés, certains peuvent en témoigner, ont un échauffement tous les matins avant leur prise de poste, voilà, qui dure une vingtaine de minutes à peu près. Tous les encadrants techniques ont été formés pour faire cet échauffement pour tous les salariés. Et effectivement, nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait aussi une réduction des risques dans l'activité, puisque ils arrivent échauffés, et de fait, ils sont plus conscients peut-être de leur corps pour certains, et pour certains, ça les amène donc à se mobiliser, au moins sur leur temps de travail, puisqu'ils ne le font peut-être pas à d'autres moments. Exactement, donc la prévention des risques... Les troubles musculo-squelettiques en particulier, les risques psychosociaux. Alors, pourquoi je disais que c'est pas intégré forcément complètement dans le temps de travail, c'est qu'aujourd'hui, ça fait pas l'objet de discussions, de négociations entre les partenaires sociaux au sein des entreprises. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que dans le volet qualité de vie au travail, on puisse en faire un objet de discussion et de négociation, effectivement. Parce que ça fait partie de la qualité de vie au travail, que ça réduit les troubles musculo-squelettiques, donc 88% des maladies professionnelles, hein, c'est quand même 50 000 personnes qui sont concernées, cervicalgie, lombalgie, etc., tendinite. Et par contre, on a des très très belles expériences, effectivement, dans un certain nombre de groupes, voilà, qui ont mis en place vraiment des choses intéressantes. Alors, soit c'est l'échauffement, soit c'est tout simplement dans une entreprise, aménager des salles, hein, pour pratiquer l'activité physique et sportive sur le lieu de travail en faisant venir un coach ou un intervenant de l'extérieur par exemple, soit faciliter la prise de licence dans un club à proximité qui fait une offre, ou bien faciliter tout simplement l'échange sportif au sein d'un groupe de sportifs dans l'entreprise. Donc il y a plusieurs possibilités, mais j'en reviens quand même à la base. Il faut quand même équiper de douche et de vestiaire quand même. Voilà, c'est le travail si on veut quand même que les gens fassent un peu de sport. C'est quand même la règle. Voilà, mais il y a des bonnes pratiques et il faut les faire connaître. Il faut les faire connaître
et puis il faut les proposer aux autres. Au conseil départemental, on est en train d'installer des agrès, et c'est prévu, etc. Voilà. Ben, nous, dans la Loire, c'est une petite anecdote, hein, mais au conseil départemental, on est en train de prévoir l'installation d'agrès, etc., pour pouvoir aussi, pour nos agents et les élus éventuellement, voilà, faire un peu de sport aussi, parce qu'on est assez sédentaire. Hein. Voilà. Ben, moi, je suis conseiller départemental dans la Loire, et effectivement, on propose à nos agents des tests de capacité physique, et ensuite un programme d'accompagnement personnalisé en termes d'activité physique adaptée. Voilà, derrière. Et ça marche très bien. Et sur Langres, il y a également alors là, c'est 1 heure par semaine, un restaurateur avec ses équipes, il y a 1 heure de leur temps de travail où ils font du sport ensemble, en fait. Voilà, David Daguisan, que je cite, parce que je trouve ça assez exemplaire, déjà aussi comme démarche alors si c'est qu'1 heure par semaine, j'ai compris que c'était pas l'idéal, il vaut mieux que ce soit plus régulier, mais bon, c'est déjà, moi je trouve, il faudrait que je prenne déjà exemple, je crois. Si le restaurateur, l'alimentation est saine, normalement. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais voilà, c'est très important. L'alimentation, c'est la base du trépied. Hein. Activité physique, alimentation, et un bon sommeil aussi. Hein. Donc, voilà. Ça fera peut-être la transition avec le dernier intervenant. J'ai vu qu'en Slovénie, ils faisaient des tests de santé régulièrement dès l'école primaire, puis collège et lycée, ce qui permet de voir ceux qui ont des soucis de maladies qui ne seraient pas traités par leur famille, mais aussi de détecter, à l'inverse, des élèves qui ont de très bonnes capacités physiques. Et ils ont donc, pour un petit pays de 2 millions d'habitants, énormément de champions de performance, notamment en athlétisme. On l'a vu, ça a été révélé au dernier championnat du monde. Est-ce que ce genre d'initiative pourrait être reprise, même si nous, on est un pays de 68 millions d'habitants? Oui, tout à fait. Alors, des tests de capacité physique plutôt à vocation sanitaire, hein, pour connaître, voilà, pour avoir une bonne photographie, une bonne radio de l'état de santé d'une génération, ça oui, je suis à 100% d'accord. Bon, d'ailleurs, c'est ce qui va être mis en place a priori, voilà, on va attendre quand même que les choses se réalisent. Il faut que les tests soient conçus, il faut que les enseignants EPS, quand même, on aille les discuter avec eux de comment ça s'intègre dans leur enseignement. Voilà. Et moi, je trouve que l'EPS est un très 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 bon enseignement et que voilà, on a des très bons retours là-dessus. Alors, sur le repérage après de la haute performance et des forts potentiels sportifs, je serais plus réservé parce que, alors autant dans un petit pays comme la Slovénie, peut-être que là, ils ont réussi peut-être à sortir quelques pépites. J'ai quelques réserves sur quelques disciplines en Slovénie quand même. Voilà, vous voyez de quoi je parle. Mais nous, on a un système d'accès à la haute performance et à l'excellence sportive qui est quand même intéressant. Voilà. Alors, est-ce qu'il est sous-exploité? Peut-être. Mais voilà, mais tout ce qu'on appelait avant les sports-études, les classes sport-études, les sections sportives scolaires aujourd'hui, les sections sportives d'excellence. Parfois, ça démarre même au primaire pour certaines disciplines comme la gymnastique, parce qu'il faut un démarrage précoce, etc. Ça, c'est plutôt bien. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, de promesses là-dessus, de développement du nombre de classes et maintenant du nombre de bénéficiaires, on verra. Mais voilà, mais les pôles espoirs, les pôles France, le lien entre l'éducation nationale, un club référent et les fédérations, c'est quand même un système assez éprouvé, plus l'INSEP et tous les réseaux aujourd'hui d'expertise de la haute performance dans nos CREPS. C'est quand même un système assez éprouvé. Voilà. Alors, il peut être contesté, on peut dire c'est pas assez, c'est pas suffisant, on n'aura pas assez de médailles l'an prochain. Bon. Avec François Carré, nous on est plutôt sur l'aspect sanitaire. On ne va pas vous le cacher que là, ce qu'il a dit tout à l'heure, qui est relativement inquiétant, qui peut faire peur quand même, quand les chiffres sont assénés comme ça pendant une demi-heure, il y a des gens, bon, des fois ils ressortent de nos conférences. Ils se posent beaucoup de questions le soir en rentrant chez eux. Hein, donc. Et comme vous le savez, plus on est assis, plus on mange, et plus on se fatigue. Voilà. Alors je prends juste la dernière question. Pierre, je fais vite, promis, parce que je sais qu'il y a une contrainte horaire. Bonsoir, donc Sandrine Lénine, conseillère pédagogique à l'inspection éducation nationale et circonscription de Langres.
C'est pas vraiment une question, c'est une petite remarque, une petite note d'optimiste, je vais dire, car aujourd'hui, les enseignants ont une véritable, aujourd'hui mais avant aussi, je pense que le Covid est passé aussi par là et a freiné un petit peu des actions, des élans, mais sur ma circonscription, je vois beaucoup d'enseignants qui s'engagent dans des actions sportives EPS. Il y a des formations qui se mettent en place auprès des enseignants, qui permettent de faire aussi avancer les choses. Et il y a une réelle volonté, je le vois aujourd'hui dans les demandes d'agrément d'intervenants extérieurs dans les écoles, j'en ai jamais eu autant depuis le mois de septembre, donc c'est super chouette. Après, il y a des freins, on est en milieu rural, donc le manque d'infrastructure est là. Les coûts des transports, les écoles disent mais nous on ne peut pas payer un bus 300 € pour aller une matinée sur un gymnase. L'USEP c'est un coût. Il y a quelques années, c'était pris en charge par les collectivités, ce n'est plus le cas. Donc c'est un coût aussi pour les écoles. Et ça, ce sont des freins. C'est un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui dans les écoles. Voilà. Merci. Merci Régis pour l'intervention, on peut l'applaudir, je pense.